suis Patrick Installé, je suis membre du collectif SOS Inondation. J'ai intitulé ça Résidence citoyenne, c'est-à-dire que, soyons clairs, c'est totalement non institutionnel. Il n'y a pas de... On est une série de bénévoles et je vais plutôt me consacrer sur des perspectives techniques. C'est là que je suis le plus à l'aise, plutôt que de présenter des problèmes psychologiques ou sociétaux. Voilà, alors vous remarquerez... est-ce que ça... Oui, voilà. Donc ici, on va directement commencer par le sujet de la résilience. Vous remarquerez que je précise les droits d'auteur sur le document. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de mention de droits d'auteur, la loi dit que tous les droits sont réservés. Évidemment, si tous les droits sont réservés, ça ne favorise pas la transmission des documents et donc pas la résilience. Et donc, pour moi, il y a lieu de préciser ce qu'elle licence est. Ici, c'est une licence assez classique où il faut préciser quel est l'auteur. Je demande qu'il n'y ait pas d'utilisation commerciale, sauf, je dirais, une autre licence avec mon autorisation. Et puis, si vous la partagez, vous la partagez comme vous l'avez reçue, quoi. Donc ça, c'est déjà un premier élément de résilience. C'est pour pouvoir partager plus ou moins facilement l'information. Donc si rien n'est précisé, vous ne pouvez pas rediffuser le document, ce qui est contre la résilience. Alors, voilà la présentation de SOS Inondation, c'est fondé en 1966. Je n'étais pas à Tubize à ce moment-là. Ça a réactivé en 2010 où il y a eu de grosses inondations. Grosso modo, il y a eu pour 30 millions d'euros de dégâts. Voilà. On a quoi? Une dizaine de membres bénévoles. Bon. Pas du tout institutionnel, on n'a donc pas de financement, on a un site internet et une adresse de courrier électronique. On participe autant que possible au contrat de Rivière-Seine, au groupe transversal inondation et à la participation de gestion des risques d'inondation. Avec la particularité que, comme on est un groupe de citoyens, on se situe assez mal dans toutes ces organisations parce que ce sont des organisations qui travaillent par projet. Et qu'est-ce qu'on va dire comme citoyen? Qu'est-ce qu'on a comme projet en dehors de réduire les dégâts? À noter aussi qu'on ne participe pas aux activités, je dirais, de la commune de Tubize, qui a pourtant un bourgmestre, un échevin des inondations et un groupe de travail, mais on n'est pas invité. Le président précédent de SOS Inondation était une personne beaucoup plus sociable que moi, et bon, voilà, c'est une situation qui continue. Petit moment clé, je pense qu'il faut rappeler concernant les inondations. Un événement majeur concernant les inondations, c'est la rupture du barrage de Malpasset en 1959. Ça date quand même, mais ça fait plus de 400 morts. Et donc, ça reste dans la mémoire des hydrauliciens comme étant quand même une référence de gestion. Bon, vous connaissez tous ce qui s'est passé en juillet 2021, où on a eu le 10e de décès du barrage de Malpasset, avec une quarantaine de morts et environ pour 3 milliards d'euros de dégâts. Et je vous ai déjà dit, pour Tubize, on était à 30 millions de dégâts. Alors, petits éléments, je dirais, de résilience dans l'horizon de temps dans lequel on travaille. Si vous travaillez, si vous avez des pluies d'une quinzaine de minutes, on a souvent des coulées de boue.
Et c'est, si vous avez des coulées de boue, c'est tous aux abris. C'est à quelques kilomètres près, c'est très difficile à prévoir l'endroit où ça se passe. Par contre, il y a des sensibilités évidemment du territoire. Vous avez un autre horizon qui est, je dirais, 2 heures, qui va de la goutte qui tombe, qui se rassemble et qui aboutit au débordement. Où vous avez quelques sites qui vous renseignent de la hauteur des rivières, hein, avec, suivant les législations, Infocru, Aqualim et maintenant hydrométrie, et qui là, en 2 heures, vous pouvez agir. Vous pouvez prévenir quelqu'un qui revienne de son activité professionnelle ou quoi, et revenir monter, je ne sais pas moi, sa voiture, son brûleur, son électroménager, mettre en lieu sûr ses documents importants. Alors, sur une échelle de temps encore plus grande, vous avez évidemment la météo, hein, qui vous renseigne tous les jours, et au-delà de ça, vous avez un système européen qui, lui, je dirais, prévoit tous les jours. J'ai mis cette chronologie parce que chaque fois, on multiplie par 10 le temps. Donc, on n'est pas à quelques pourcents près. On a à la grosse louche, on a un horizon de temps dans lequel on travaille. Alors, dans l'action immédiate, qui est pour moi relativement mal gérée par les institutions, il y a l'eau qui ne dépasse pas la crête de la berge, hein, là on regarde. Quand l'eau dépasse la ligne de crête de la berge, ben, on commence à rentrer dans les jardins, dans les prés, etc. Et donc il faut être vigilant. On arrive au seuil des habitations et là il faut se préparer. Ce n'est pas tout à fait juste le seuil des habitations, c'est assez symbolique parce que vous avez les égouts qui refoulent de temps en temps. Après, vous avez un élément très important, c'est quand l'eau arrive, disons, au niveau des genoux, dans les habitations, vous pouvez résister avec des sacs de sable, etc. Au-delà du niveau des genoux, il faut fuir. Donc ce sont des éléments, je dirais, assez pratiques, mais qui permettent en situation d'agir. Et ça me paraît important quant à la résilience, quand on va parler aux habitants qui sont, ou aux personnes qui sont le long de l'inondation. Alors, dans le temps, dans la résilience, il y a une chose qu'il faut... je pense être conscient, c'est que il y a des cycles de vie. Et un des cycles de vie, c'est le temps de déménager. Hein, les gens déménagent tous les 10 ou 20 ans. Donc cette mémoire du lieu où s'est passée l'inondation dans les habitations ne dépasse pas 10 ou 20 ans. Et quand vous vendez votre bien, en général, vous ne vous vantez pas que c'est en zone inondable. Il y a une obligation légale au niveau des notaires de le dire, de l'inscrire, mais ce n'est pas quelque chose qui est transmis. Et donc, cette histoire du territoire se perd relativement vite au niveau des individus. Si on parle, je dirais, des fonctionnaires, ben, je dirais, on va avoir un temps maximal de 40 ans. Si vous avez un événement qui a une période de retour, comme on dit, de 50 ans, ça veut dire qu'une chance sur 50, c'est que ça arrive l'année prochaine. Ben, si ce temps enfin, l'événement est plus rare que ça, le temps de retenue du système, je dirais, administratif disparaît relativement vite et il faut faire confiance à d'autres mécanismes. Alors, peut-être un élément qui n'était pas suffisamment mis en évidence dans ce que l'on voit dans le déroulé des inondations, c'est les écotones. Les écotones, c'est le passage d'un environnement écologique à un autre. Et donc, vous avez les personnes qui sont dans une situation où ils sont inondés.
avec de la boue ou sans boue. Enfin bon, on s'occupe, je dirais vulgairement, de ses fesses, de son bien, et on ne s'occupe pas du bien du voisin, ou très peu. Et vous avez toute une série de gens qui sont à la bordure, c'est-à-dire qui ne sont pas affectés et qui peuvent aller aider ou prévenir, enfin qui ont cette liberté et de voir ce qui se passe et de pouvoir agir. Ceux qui se trouvent à 100 mètres, de temps en temps, ne se rendent compte de rien. Ils n'ont pas conscience de la gravité de la situation. C'est donc ces personnes en contact avec l'inondation, mais n'ayant pas été affectées, qui peuvent être efficaces dans tout ce qui est, je dirais, réparation, alerte, protection. Je pense que c'est des personnes importantes qui sont justement à la lisière. Quand les autorités interviennent, les inondations sont relativement rares et ce que moi j'interprète comme étant la tendance des services de secours, pompiers, etc., c'est qu'ils privilégient la tranquillité publique et ils ont peur du suraccident. Pourquoi? Ça, c'est mon interprétation. Ils sont plus fréquemment confrontés à des incendies ou des accidents de voiture. Et donc, ils transposent leur expérience de ces situations d'urgence dans le cas des inondations. Et souvent, on a, je dirais, la perception, la volonté des services de secours d'agir dans cette perspective. Un autre élément, c'est que chaque autorité tente à favoriser sa propre résilience. C'est-à-dire ce qui est dérangeant, ce qui risque de les mettre en cause, eh bien, on dédie ça à d'autres personnes. On ne s'en occupe pas. Et donc, il y a une série de risques, de dégâts qui ne sont couverts par personne. Et donc, chaque, je dirais, administration se protège et l'ensemble n'est pas résilient parce qu'il y a des éléments où il n'y a plus personne, quoi. La responsabilité n'est pas, je dirais, assumée, et c'est ce que l'on a vu à la commission parlementaire, où chacun va défendre sa situation, mais on voit bien que l'ensemble n'a pas fonctionné comme on aurait pu le projeter. Donc voilà, ça c'est les parties, les ensembles. Donc chacun des éléments est résilient, mais globalement, de la goutte qui tombe à la mer, on a quand même des dégâts supérieurs à ce que l'on aurait pu attendre en 2022. Voilà. Alors, un problème pour moi, enfin, pour, je dirais, SOS Inondation, mais, et là je reprends le site internet qui reprend les niveaux d'eau dans les différentes rivières, disons. Le SPOE est seul habilité à distribuer les données. Sauf accord préalable écrit du SPOE, il est donc interdit à l'utilisateur de redistribuer les données à un tiers ou de diffuser celles-ci au public à des fins de réutilisation. Il est évident que dans ce contexte juridique-là, la résilience qui peut être activée par les citoyens est fortement réduite. On n'a pas l'autorisation d'en partager en public, ce qui est quand même un élément fondamental et simple. C'est facile d'en parler juridiquement, c'est encore un autre problème, c'est pas en 10 minutes que je vais le résoudre. Voilà.
publicité active, publicité passive, hein, c'est donc la difficulté d'aller chercher l'information, même qu'elle existe, qu'elle n'est pas disponible. De temps en temps, on me dit, tiens, ben voilà, pour toi, tu peux avoir l'information, mais on ne la diffuse pas au public. C'est évidemment pas le but de garder l'information pour soi. C'est bien que si je disparais, je déménage pour une raison ou une autre, l'information doit continuer à être disponible pour moi et pour mes voisins. Et donc ça, c'est un élément qui me paraît important. C'est donc l'accès à l'information brute. Alors, un élément aussi qu'il faut se rendre compte, c'est tout ce que j'appellerais le marché secondaire. Hein. Pendant les inondations ou après les inondations, il y a les vols, les pillages, les manipulations des valeurs dans un sens ou dans un autre, la capture des informations et leur exploitation, ainsi que les assurances qui sont un marché qui n'est pas directement les inondations, mais enfin qui se greffent sur les inondations et qui intervient dans la résilience, je n'ai pas le temps d'en parler, et donc une proposition concrète, c'est que la publicité des informations soit assurée par les détenteurs de ces informations. Et voilà, j'en conclus par là. J'ai fait mes 10 minutes, je pense.